Bonsoir Sylvain. Salut, ça va bien? Hey, 2 en 2. Oui! Vraiment content de te retrouver. Écoute, on parlait justement pendant la pub, projet de loi 95, projet de loi 6, il y a de quoi à se questionner et à être inquiet. Hein? Oui. Je te dirais, de toute façon, je pense que le gouvernement doit faire 2 ans et demi qu'il nous prouve qu'on ne peut pas avoir confiance en lui. Bien, tout à fait. Et surtout pas dans ce qui est des lois et tout ça. Il ne respecte pas sa propre constitution. Donc, exact. On a un problème. Là. Exact. Hey, Sylvain, la semaine passée, tu étais censé de me les emmener. Tu les avais emmenés, mais il y a quelqu'un à l'interne qui est parti avec c'est ce que tu avais emmené. Mais écoute, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais il y a 2 livres que tu as écrits. Je sais que les gens les ont déjà vus. La déprogrammation, les médias n'existent que pour recréer la réalité et désinformer. Et puis, Guerre et mensonges également, que tu as écrit. 2 livres que tu as écrits. C'est des briques. Oui. Ça a pris combien de temps à écrire ces 2 livres-là? Écoute, j'écris vite, je travaille vite, puis je dors pas beaucoup. Ça fait que, donc, la déprogrammation, c'est un livre de 515 pages que j'ai écrit en 3 mois. Oui, pas plus. Mais j'avais quand même 5-6 mois de recherche avant. Sauf que quand j'ai commencé à l'écrire, c'était 7 jours semaine, 20 heures par jour, non-stop. J'étais en mission, là. C'était mon premier en plus, puis j'étais en colère, parce que je venais de découvrir qu'on me mentait depuis toujours, puis j'étais dans les médias en plus. Donc, j'avais fait ça de manière intense. Puis, mais ce qui est le fun, c'est qu'un éditeur l'avait pris avec seulement les 3 premiers chapitres de la table des matières. J'avais envoyé ça à Michel Brûlé, qui était intouchable. Oui. Puis en 4 jours, il me retournait avec un contrat. Là. Donc, le livre n'était pas écrit encore finalement au complet. Puis Guerre et mensonges, c'est un livre que je l'ai écrit en à peu près 6 mois, mais je l'ai retravaillé sur les 3 années suivantes, puis il est sorti en 2020 pour la première fois. Puis d'ailleurs, ce qu'on va parler, c'est à l'intérieur de ça aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent se le procurer? Ça, c'est mon site web. Tu as les éditions Charlot. Dans le fond, aux éditions Charlot, tu as les e-books, tu as les versions électroniques. Dans le fond, autant de ces 2-là, plus les versions anglaises aussi pour les e-books. Puis en français, tu as aussi donc les versions imprimées, puis c'est tout par envoi postal. Et ton site Internet, c'est? C'est éditioncharlot.com. Oui, édition avec un S, Charlot, tout en un mot, .com. Excellent. Donc, on invite les gens à s'y approprier parce qu'on apprend vraiment des belles choses là-dedans. Oui, c'est ça qui me garde indépendant en plus. En plus, tu vois. Écoute, depuis quelque temps, là, le sujet des changements climatiques est sur les lèvres de tous et chacun. Ça s'accélère, cette discussion-là, puis cette théorie-là, à une vitesse grand V. Il y a beaucoup de commerciaux qui tournent autour d'une crise climatique et de la préservation de la planète. Le diesel qui augmente, là, qui a touché les 2,50 $, le gaz qui a passé le cap des 2 $. Il y a un ami qui me mentionnait que son cousin travaille dans une ferme avicole et qu'on euthanasiait des milliers de poulets prêts à la consommation. Ça, c'est un autre problème, mais c'est lié. Les annonces de Bell qui déploient beaucoup d'efforts justement pour des voitures électriques pour les inspecteurs. Il y a eu une annonce cette semaine des autobus EXO qui sont en voie de devenir électriques. Tim Hortons, avec leur annonce, ça fait d'éliminer plus de 1 milliard de verres. Sylvain. Réchauffement planétaire, fiction ou réalité? Réchauffement, c'est fiction. Changement climatique, il y en a tout le temps eu. Donc ça, c'est pas une fiction. Ce qui est la fiction, c'est que les changements climatiques soient anthropiques. Et anthropique, ça veut dire causé par l'activité de l'homme. Rapidement, je peux te le dire, là, au niveau des chiffres, là, c'est vraiment... Tu vas voir que c'est scientifiquement absurde là, comme théorie. Dans l'atmosphère, il y a 0,04 % qui est du CO2. Du gaz à effet de serre. C'est ça, qu'on appelle le gaz à effet de serre. Il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont des vrais gaz à effet de serre, comme l'argon. Mais donc, tu as 0,04 %. Donc, tu as une infime partie là, de l'atmosphère qui est du CO2. Mais pire que ça, tu sais quoi la contribution humaine de ce 0,04 %-là? Non. C'est là que ça devient ridicule. C'est 4,6 %. Toute l'activité humaine, là, les industries, les automobiles, les bateaux, tout ça, ça contribue 4,6 % de tout le CO2. Le reste vient de la nature. Le reste, ça sort des océans, c'est des arbres en décomposition, c'est
Ça vient de la nature. Dans le fond, c'est une théorie qui ne tient même pas à route. Ça ne tient... C'est scientifiquement absurde. Et d'ailleurs, là, ça, ce que je viens de te dire... On enseigne ça à nos enfants à l'école. Oui, on enseigne ça, puis on les fait sortir quand Greta Thunberg vient en ville. On les fait sortir par coût de 500 000. C'est quelque chose, hein? C'est du brainwash le plus complet, le plus total, et c'est vraiment scientifique. Moi, j'ai travaillé en télévision avec un ami qui avait sa maîtrise en environnement. OK? Et on s'est ostiné, évidemment, à maîtrise en environnement. Lui, il est sorti de là complètement brainwash. Ben oui, c'est clair. Et j'ai dit, tu sais quoi la contribution humaine au CO2? Il me dit, non. Le gars a une maîtrise en environnement. Il ne savait pas c'était quoi le pourcentage. Ça fait que j'ai dit, veux-tu prendre un guess? Tu sais, il dit, ça doit être 20-25 %. Il n'avait vraiment aucune idée. Mais non. OK? C'est 4,6 %. C'est un gars brillant. Et au lieu de s'obstiner, il a fait ses recherches ce soir. Le lendemain, il m'est revenu puis il dit, j'ai fait 4 ans de bullshit à l'université. Sérieux? Oui. Il s'est rendu compte que c'était vrai parce que j'ai dit, va voir sur le site du GIEC, les particules par million. Ils ne vont pas dire 4,6 %, c'est trop ridicule. Mais si tu fais le calcul avec les particules par million de CO2, dans le fond, tu vois que ça donne 4,6. C'est clair qu'ils ne mettront pas évident. Sinon, ça finit là tout de suite. C'est clair. C'est clair. Mais comment ce mensonge-là en est venu à être construit? C'est une longue histoire, mais ça vaut la peine. Ouais. OK? Je vais essayer de la raconter le plus vite possible. Dans le fond, c'est que Rockefeller, la famille Rockefeller, c'est John D. à l'époque. Dans le fond, il y avait le monopole du pétrole aux États-Unis. Ouais. OK? Et on parle en 1870 puis 1900. Qu'est-ce qui est arrivé en 1900? Les automobiles sont sortis, les avions sont sortis. Et là, le pétrole est devenu le sang dans l'économie. C'est devenu l'or noir. L'or noir, mais plus que de l'or. Parce qu'au fond, c'est le pétrole qui était pour faire rouler l'économie pour des décennies à venir. Mm-hmm. Les Rothschilds, qui étaient toujours en concurrence, les banquiers européens, mettons, mais les Rothschilds en tête, étaient en concurrence. Eux autres n'avaient pas de contrôle du pétrole à l'époque. Mm-hmm. OK? Donc, en 1897 est arrivé le premier congrès sioniste. Pourquoi? Pour la création d'Israël. OK? Et il y avait ça en 97, donc ça ferait 30 ans de monopole pétrole. Et là, on arrivait aux automobiles, tout ça. On arrive à la création d'Israël. Et en 1917, la déclaration Balfour, dans le fond, Lord Balfour, qui était le ministre des Relations étrangères britannique, qui cédait à Lord Rothschild, le document écrit existe, tout le monde peut le consulter, qui cédait, dans le fond, la permission de créer une colonie juive en Palestine. OK? Ça, c'est 1917. Après ça, donc, la Deuxième Guerre mondiale est arrivé quelqu'un qui voulait bien chasser les Juifs d'Europe. Et donc, on a créé Israël en 1947. Ouais. OK? Et Israël s'est mis à attaquer tous ses voisins à l'époque. Donc, et ça, c'est vraiment important parce qu'en 1982, ils ont publié ce qu'on appelle le Plan for Greater Israel. La création d'Israël, c'était pour aller chercher tout le pétrole du Moyen-Orient. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à attaquer l'Égypte, le Liban, la Syrie. Puis ça a été en Irak parce qu'on voulait aller chercher tout le pétrole de la péninsule arabe. Pourquoi? Pour contrôler le marché du pétrole. Et c'est là toute l'importance de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après les premières guerres d'Israël, on a vu que ça n'avançait pas, ce plan-là. Donc, c'était stagnant. Et est arrivé en 1968 le Club de Rome. Le Club de Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont identifié, au fond, le fait que le CO2 était un polluant. Okay? À l'époque, au début, on a dit « ça refroidit l'atmosphère », ça ne tenait pas la route. Quelques années plus tard, est arrivée la commission trilatérale avec David Rockefeller en tête. Et lui, eux autres ont commencé à sortir, dans le fond, le fait que ça réchauffait l'atmosphère. Et on a commencé à blâmer, au fond, le CO2, qui est le produit de la combustion du pétrole, qui réchauffait l'atmosphère à partir de 1973. OK? Et c'est ça, c'est le 4,6 % que tu parles. Oui, c'est ça. Là, eux autres, ils avaient décidé ça, mais c'est parce que, en fait, la réalité, c'est que les banquiers ont compris qu'il n'y aurait peut-être jamais le contrôle complet du marché du pétrole et ils ont créé ce plan B-là. Un plan B pour pouvoir virer vers une autre source d'énergie éventuellement. OK? Et donc, ils ont quand même, eux autres, avec le temps, ils ont continué à essayer d'aller chercher les pays producteurs de pétrole parce que c'est des pays qui sont indépendants. C'est le Venezuela, c'est l'Iran, c'est la Russie. Ouais. C'est tous des pays qu'on ne contrôle pas. Le Nigeria qui change de bord de temps en temps. Et donc, puis l'Arabie saoudite aussi. L'Arabie saoudite qui, politiquement,
Économiquement, ça a toujours été lié au New World Order, dans le fond. Mais politiquement, ils étaient indépendants, puis ils faisaient pas mal à leur tête avec l'OPEP. Donc, et là, est arrivé Poutine, 2011. Il protège le Venezuela, protège l'Iran, protège la Russie, évidemment. Et il protège maintenant l'Arabie saoudite depuis Mohammed bin Salman. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, les ennemis politiques de nos banques centrales ont le contrôle du marché du pétrole. Pourquoi tu penses qu'on te parle de réchauffement climatique puis qu'on veut changer l'électricité? Tout est là. Mais il n'y a pas aussi la devise américaine qui est attachée à ça aussi? Oui, bien en fait, avant, c'est que jusqu'à 1971, entre 1944 et 1971, à partir de Bretton Woods jusqu'à Nixon en 1971, le dollar américain, qui était la devise internationale d'échange, de réserve, dans le fond, était adossé à l'or. Donc, c'était avec le prix de l'or, selon la fluctuation. Pourquoi on fait ça? C'est qu'au fond, l'or est quand même relativement stable. Oui. Et donc, tu crées une monnaie qui est stable par rapport à ça. Et ça te fixe aussi des limites au niveau de la création monétaire. OK? Oui. En 1971, on a laissé tomber l'étalon or. Oui. Et là, dans le fond, on a adossé à la valeur du pétrole. C'était une erreur, ça, de laisser tomber l'étalon or? Oui, parce que toutes les dettes nationales là, de tous les pays qui sont liés aux banques centrales sont toutes mises à grimper à partir de 1971 ou nous autres, c'est à partir de 1974 parce que Trudeau a signé le papier en 1974. Oui. Donc, c'est à partir de là que la dette fait ça. On l'a adossé donc au pétrole. Qui était une valeur sûre aussi, parce que oui, ça fluctue, mais ça aussi, c'est assez stable. Oui, c'est ça. Mais là, quand tu n'as plus le marché du pétrole pour backer ta monnaie, bien, tu n'as plus rien. Il reste la confiance, on a parlé. Oui, oui. Donc, c'est là l'importance maintenant du marché du pétrole. Et c'est ça l'importance, dans le fond, du système financier que la Chine et la Russie sont en train de partir ensemble. C'est qu'eux autres ont le contrôle maintenant des énergies, et dont le pétrole. Et c'est pour ça ici qu'on nous casse les oreilles avec le réchauffement climatique, puis qu'on voudrait faire une transition à l'électricité. Mais tu sais, JF, les tanks, les cargos, puis les avions en réaction, ça ne fonctionne pas à l'électricité. Il n'y a pas de batterie qui fait fonctionner ça. Il n'y a rien qui fait, rien d'autre que le pétrole. Donc, c'est une chimère. C'est pour ça qu'en fait, ils sont en train de perdre tout le contrôle sur l'économie de la planète. C'est un bon point, ça, t'imagines, s'il faut être rendu à mettre des armements à batterie, puis après 3 heures, ton tank avance plus. Un tank de 62 tonnes là, avec une batterie, t'imagines-tu la batterie que ça peut prendre? Alors qu'une voiture comme une Prius, ça prend 4 batteries de je ne sais pas combien, d'à peu près 1000 livres. Oui. Non, ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a aucun sens. Tu as parlé des mensonges, tu as parlé du mensonge du CO2, des gaz à effet de serre. Oui. Y a-t-il d'autres mensonges qu'on trouve dans cette théorie-là, par exemple, ou c'est vraiment le principal qu'on retrouve? Bien, c'est le principal. Bien, il y a un autre gros mensonge, dans le fond, mais qui est totalement lié, c'est celui du plastique. Tu sais, le plastique, pourquoi? Parce que le plastique, c'est aussi fabriqué avec du pétrole. Oui. Donc, c'est la même chose. Puis, quand on a commencé à parler du réchauffement climatique, au fond, c'est là que les baleines ont commencé à s'étouffer avec du plastique, étrangement. Et puis ça, c'est tellement gros aussi comme mensonge. Puis moi, là, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand j'ai fait une recherche parce que je savais que le métal tuait plus que le plastique dans les mers. Bon, le métal, là, c'est grave. Le mercure, le zinc, le plomb, le nickel, ça tue beaucoup de vie marine. Tu vas chercher sur Google, là, « Metal kills marine life », tu fais ça, puis tout ce que tu as, c'est « Plastic kills marine life ». Il ne répond pas à ta question, il ne répond pas à ta recherche. Il va te parler du plastique. C'est là que tu comprends que tu es dans une bullshit de brainwashing qu'on essaye de faire. Ouais. Et c'est vraiment le métal tue 10 fois plus de vie marine. Mais moi, je pense que l'affaire qui m'a plus convaincu, c'est que c'était le côté du gaz à effet de serre. OK? Parce que, bon, on sait, là, au niveau de la quantité, c'est infime, donc ça ne peut pas créer un réchauffement. Fait qu'on accuse l'être humain à tort de contribuer à... Mais j'ai été plus loin parce que je me suis dit, je me suis assis confortablement, vraiment, j'ai fait ça, et je me suis dit, OK, il faudrait que je trouve une situation où le CO2 retient la chaleur au sol. Parce que, sincèrement, là, j'en trouvais pas. Puis là, j'ai essayé de commencer à réfléchir, mais comment le CO2 pourrait créer un effet de serre, là, alors que c'est une infime partie comme ça.
Puis là, c'est là où je me suis aperçu que la seule chose, il y a des scientifiques qui en ont parlé, mais je ne savais pas là encore. Mais là, je le sais maintenant. Mais la seule chose qui crée un effet de serre là, dans le ciel, c'est les nuages. Et ça, là, pour moi, puis c'est flagrant. Quand tu prends un avion, puis tu vois la température extérieure, puis ça, j'ai vécu l'expérience, tu l'as peut-être fait. Tu vois la température extérieure de l'avion, tu es en dessous des nuages, là, tu vas à 15 degrés. OK? Tu passes dans une minute, là, même pas une minute de nuages, OK? Puis là, tu arrives en haut, puis il fait moins 52. Ouais. Là, tu vois que les nuages forment une réelle barrière thermique et retiennent la chaleur qui est en dessous. Mais quand il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Le CO2 est là, mais il n'y a rien qui retient la chaleur. Tu as un dégradé jusque dans l'espace là, de la température. Il n'y a absolument rien. Puis le meilleur exemple de ça, c'est le désert. Dans un désert, il va faire 45 degrés le jour, OK? Puis il fait 0 la nuit. Et pensez où la chaleur? Le CO2 il est là, c'est juste parce qu'il n'y a pas de nuages. Non, mais c'est un bon point, ça, parce que moi, quand je suis allé en Haïti, on est allé visiter dans les montagnes, là, vraiment. Il fait chaud. Oui. Puis la nuit, là, tu veux ta tuque, puis tu veux ta petite plaine, puis ton sleeping bag qui est capable d'endurer des températures assez fraîches. Bien, c'est la preuve. Ton CO2, il est là, mais les nuages ne sont pas là. Il est là le problème. C'est exact. Et quand il n'y a pas de nuages, il n'y a rien qui retient la chaleur au sol. Donc, même l'effet de serre du CO2, c'est peut-être qu'il n'y en a tellement pas de CO2 dans le ciel que finalement, peut-être que ça fait un effet de serre, mais il ne tient pas lieu. Juste une dernière affaire par rapport à ça. Celui qui a écrit la théorie qui a écrit, dans le fond, que le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est un Suédois qui a écrit qui a plein de travaux, un scientifique suédois qui a écrit plein de travaux dans la fin du 19e siècle. J'ai essayé de retrouver celle où il énonçait ça, puis je n'ai jamais retrouvé. À moins qu'elle soit juste écrite en suédois, mais il y a plein d'études qui ont été traduites en anglais et en français, lui, mais celle sur le... J'ai pas retrouvé celle sur mais tu vois, juste Al Gore, qui disait que dans 10 ans, on va mourir. Ben, écoute... Et qu'on est encore vivant aujourd'hui. Ben oui. Déjà, ça devrait mettre une réflexion qui... La puce à l'oreille. Ben, je sais pas, tu sais. Ben oui. Ma dernière question que j'ai, parce qu'on est en train de buster le temps, c'est... Oui, non. Ouais, mais c'est correct. Mais le micro marche, voilà. Oui, cette semaine, le micro marche. Est-ce que le COVID a été instrumentalisé afin d'en venir à pousser davantage la théorie sur les changements climatiques? Je sais pas. En fait, on est... les deux sont presque pour le même but. Parce que si tu regardes au niveau des restrictions, des mesures qu'il y a eu pour le corona, j'ai ça appeler ça COVID parce que c'est l'OMS qui avait imposé ce nom-là. Ça fait que je dis corona encore. Mais en tout cas, c'est la même affaire. Mais au niveau des mesures, là, on se rend compte de plusieurs affaires. C'est que, dans le fond, on voulait arrêter de brûler du pétrole. Ouais. Les couvre-feux la nuit, c'est pour pas que les gens se promènent en voiture. Surtout l'hiver, tu te promènes en voiture. Les déplacements entre régions, c'est pour pas que... C'était restrictif. C'était pour pas que les gens brûlent du pétrole. La même affaire en Australie, ils ne pouvaient pas se déplacer à plus que 5 km de la maison. Oui, mais dans ce sens-là, tu penses-tu que les changements climatiques pourraient être le prochain confinement de la population? Bien, oui. Puis non seulement ça, mais quand on en arrive, si on s'en réfère à la chronique précédente, quand on va arriver au crédit social, bien, il va y avoir aussi des points bonus pour ceux qui utilisent, qui ont des bons points carbone. Oui. Ça, c'est sûr. Ton empreinte carbone, là, plus tu vas brûler du pétrole, plus que tu vas te faire enlever de l'argent. Puis moins tu vas brûler de pétrole, plus tu vas avoir tes bonus. Là. Tu vas avoir tes gummy bears à la fin. Ouais. Fait que... non, écoute, c'est tordu, puis il faut que les gens se réveillent par rapport à ça. Parce que quand tu vois des Dominique Champagne, là, qui se posait être un grand metteur en scène, là, puis Dominique Champagne qui veut faire signer un pacte à tout le monde, là, je ne sais pas jusqu'à quel point il est juste brainwashé. Ouais. Ou il est au courant que c'est de la chenoute. C'est vraiment n'importe quoi. C'est scientifiquement absurde. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est ce que Denis Rancourt avait dit dans une de nos conférences qu'on avait eues il y a 2 ans. On avait fait une conférence qui s'appelait Apologia. Ah, oui. Et il exprimait aussi l'absurdité derrière les changements climatiques. Oui. Et les réchauffements de la planète. Parce qu'on parle de changement climatique aujourd'hui, mais on garde encore le thème actif de réchauffement de la planète, même si on l'utilise un peu moins, mais on l'utilise encore aujourd'hui. Bien, tu sais pourquoi?
C'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à justifier un refroidissement qui serait causé par l'homme. Parce que scientifiquement, maintenant, on parle de changement. Pourquoi? Ouais. Parce que la planète refroidit depuis 2002, là, au niveau une tendance au refroidissement. Exact. Mais c'est ça, c'est que on n'est pas capable de trouver une raison comment l'homme pourrait refroidir. C'est qu'on parle de changement climatique. Mais quand vient le temps de parler de ce que fait l'homme, on ne parle que de réchauffement. Mais tu vois, Denis disait qu'habituellement, le réchauffement favorise la vie. Absolument. Puis le refroidissement a des effets néfastes et désastreux. Et le CO2, c'est l'air des plantes. Mais oui, c'est ça. Tu sais, la combustion du pétrole là, produit à 99 de l'air pour les plantes. Et ça fait verdir la planète, en fait. Wow. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. C'était super le fun. Vous voyez, c'est... moi, je réalise de plus en plus, là, j'étudie puis je prends des livres comme ça pour pouvoir parfaire mes connaissances sur différentes thématiques. Puis je réalise des fois que le diplôme que j'ai eu à l'école, je ne sais pas jusqu'à quel point il est valide aujourd'hui quand je regarde le fruit de mes recherches par rapport à tout ce que j'entends, réchauffement climatique, changement climatique, réchauffement de la planète, etc., etc. Puis en plus, quand on apprend la supercherie que 4, quelques % de gaz à effet de serre ou de CO2, c'est là-dessus qu'on base une théorie par rapport au changement climatique, c'est de l'absurdité totale.